Le fil info. Ici Zach Langlois et voici votre fil d'actualité de l'Association des radios communautaires de l'Ouest et des Territoires. Taxe carbone, accord entre la Saskatchewan et l'Agence de revenus du Canada dans leur bras de fer judiciaire. La ministre de la Justice de la Saskatchewan, Bronwyn Airey, a affirmé lundi que le compte bancaire de la province est désormais sain et sauf après avoir conclu ce qu'elle appelle un accord avec le gouvernement fédéral dans le bras de fer judiciaire qui oppose la Saskatchewan à Ottawa à propos de la taxe sur le carbone. Dans un communiqué, le gouvernement provincial indique avoir proposé à l'Agence du revenu du Canada une lettre de crédit. La province garantit donc à l'agence fédérale que tout l'argent qu'il récupérera, tout l'argent qui lui est dû, une fois que le conflit sur la taxe de carbone sera tranché par la Cour canadienne de l'impôt. L'Agence Revenu Canada essayait de saisir 28 millions de dollars qu'elle prétend devoir recevoir de la province pour son paiement de la taxe carbone. La Saskatchewan considérait cette tentative comme inconstitutionnelle. Au début du mois, elle avait eu recours aux tribunaux pour demander une injonction d'urgence, ce qu'elle avait reçu. Le bras de fer entre la Saskatchewan et Ottawa continue avec la taxe carbone jusqu'à ce que la Cour canadienne de l'impôt prenne une décision. La bataille a débuté après que le gouvernement fédéral eut accordé une exemption de la taxe carbone pour les maisons chauffées au mazout. Au début de l'année, en réponse à cette exemption, le gouvernement saskatchewanais avait pris la décision d'arrêter de percevoir la taxe carbone fédérale sur le carbone sur le chauffage résidentiel. Du côté d'Ottawa, la ministre du Revenu national a tenu à rappeler que son gouvernement reste déterminé à faire respecter cette loi importante qui propulse le pays vers un avenir plus durable et s'engage à être juste envers tous les Canadiens. Début des consultations publiques sur le réaménagement de l'intersection de Carberry. Une centaine de personnes se sont présentées au Carberry Community Memorial Hall mardi soir pour participer à la première consultation publique sur le réaménagement de l'intersection de la route transcanadienne et de l'autoroute 5 au Manitoba. C'est à cet endroit le 15 juin 2023 qu'une collision entre une semi-remorque et un véhicule transportant des aînés a eu lieu. 17 personnes ont perdu la vie à la suite de cette collision qui s'inscrit comme l'accident d'autobus le plus meurtrier de l'histoire de la province. Cette première consultation publique s'inscrit dans le cadre du plan de la province du Manitoba visant à recueillir des commentaires sur la façon de réaménager l'intersection de la route transcanadienne et de l'autoroute 5 pour la rendre plus sécuritaire. Grady Stevenson, directeur administratif de la ville de Carberry, est également chef adjoint du service d'incendie de Carberry North Cypress Langford. Il a été l'une des premières personnes à se rendre sur les lieux de l'accident. À son avis, l'intersection n'est toujours pas sécuritaire. 2 collisions sont déjà survenues depuis le début de l'année 2024 et il estime que le service d'incendie doit répondre à 4 ou 6 appels par an à cet endroit. La province consulte également des groupes tels que le Manitoba Trucking Association, la ville de Carberry, la municipalité de North Cypress Langford et les familles touchées par l'accident. Sur la base d'un rapport publié au mois de janvier, 3 options sont proposées pour rendre l'intersection plus sûre: élargir le terre-plein central, créer un rond-point ou bien ajouter un demi-tour au lieu de tourner à gauche. Peu importe l'option à retenir, la construction devrait commencer à la fin de l'année 2025 et s'achever à l'automne 2026. L'Alberta veut assouplir une règle régissant le rachat des puits pétroliers et gaziers. L'Alberta souhaite assouplir une règle afin que les entreprises énergétiques de la province n'aient plus besoin de payer les impôts d'un producteur défaillant avant de racheter un puits pétrolier ou gazier actif. Pour limiter le montant d'impôts impayés aux municipalités, le gouvernement oblige actuellement les entreprises à payer les dettes d'une compagnie en faillite avant de pouvoir racheter ces puits encore actifs. En mars 2023, le bureau de Brian Jean, le ministre de l'Énergie, a émis une ordonnance à l'intention de l'Agence de réglementation de l'énergie, l'obligeant à vérifier si les paiements fiscaux d'une société d'énergie étaient à jour avant que les licences de la société puissent être transférées à un autre propriétaire. Dans son courriel, le ministre Brian Jean a indiqué qu'il avait également l'intention de s'attaquer au vaste et croissant problème des puits, pipelines et autres installations énergétiques de l'Alberta qui doivent être nettoyées. Cette mesure répondait aux préoccupations des municipalités rurales concernant l'augmentation des arriérés d'impôts des entreprises en difficulté ou mises sous séquestre. Ces arriérés s'élèvent à 251 millions de dollars à la fin de l'année 2023, ce qui ne comprend pas le montant radié. L'ordonnance visait à colmater une brèche dans les budgets municipaux et à empêcher que les puits ne soient transférés d'un exploitant en difficulté à un autre, mais une lettre adressée le 11 avril par le personnel de l'Agence de régulation de l'énergie à son président-directeur général Laurie Pouchard fait état de conséquences inattendues. Cette lettre rendue publique en vertu
vertu de la loi sur la liberté d'information et communiqué à la presse canadienne, indique que le fait d'exiger des acheteurs potentiels qu'ils paient l'intégralité des factures fiscales des entreprises en faillite empêche ces acheteurs d'acquérir des puits potentiellement rentables. La Colombie-Britannique et l'Alberta mettent un terme à la guerre du vin. La hache de guerre est enterrée entre les deux provinces de l'Ouest. Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, et son homologue albertaine, Danielle Smith, ont signé un protocole d'entente qui permet aux établissements vinicoles brito-colombiennes de vendre à nouveau le fruit de leur récolte aux particuliers en Alberta. L'accord de principe entre en vigueur pour 1 an et sera suivi d'une évaluation et d'une révision par les deux provinces. Depuis le 22 janvier, la Commission des jeux de hasard de l'alcool et du cannabis de l'Alberta empêchait les fournisseurs de la Colombie-Britannique d'envoyer leurs produits à des particuliers albertains. Cette décision avait été prise pour protéger les intérêts économiques de l'industrie des boissons alcoolisées, selon le régulateur provincial de la vente d'alcool en Alberta. Ce revirement de situation intervient d'abord par souci d'équité économique. Les deux provinces se sont en effet entendues pour que les viticulteurs britanno-colombiens paient la part des taxes perçues sur les ventes d'alcool en Alberta. La situation catastrophique que vivent des vignerons en Colombie-Britannique a également fait pencher la balance selon David Eby. L'impasse avec l'Alberta a affecté le secteur vinicole au même moment où des records de chaleur, des vagues de froid destructrices et d'importants feux de forêt ont entraîné des pertes 2 années de suite. En conférence de presse, les deux premiers ministres ont joué la carte de l'unité. Danielle Smith a évoqué les insatisfactions des Albertains consommateurs ou producteurs. Elle a mentionné qu'elle prévoyait créer d'ici quelques mois un entrepôt virtuel pour collecter les frais des ventes directes de vin. D'ici là, l'Alberta utilisera un système papier pour suivre les ventes. De son côté, David Eby s'est dit satisfait de cette collaboration qui bénéficiera aux producteurs et aux consommateurs des deux provinces. Le Canada achète un hangar stratégique à Inuvik au territoire du Nord-Ouest. Après l'avoir loué pendant plusieurs années, le gouvernement canadien a finalement acheté un hangar stratégique situé près de l'installation du NORAD à Inuvik au territoire du Nord-Ouest pour éviter qu'il ne passe aux mains d'intérêts étrangers. La transaction qui s'est conclue il y a environ 3 mois est presque passée sous silence. Le propriétaire du hangar, les Klapatiuk, a confirmé la vente au gouvernement fédéral lors d'une entrevue avec Radio-Canada CBC. Son hangar de près de 2000 mètres carrés est aussi situé près de ce qui sera bientôt la plus longue piste d'atterrissage pavée de l'Arctique canadien. Des travaux de modernisation de l'aéroport Inuvik sont en cours, notamment la prolongation de la piste d'atterrissage qui passera de 1,8 km à 2,7 km d'ici 2027, ce qui permettra de recevoir les gros aéronefs militaires de la Défense nationale comme les Hercule et les F-35. L'entreprise des Klapatiuk International Logistical Support avait mis en vente le hangar lorsque le gouvernement fédéral a cessé de le louer en 2021. Or, dès sa mise en vente en 2022, pour la somme de 19,5 millions de dollars, plusieurs acheteurs potentiels de Chine et de Russie se sont rapidement manifestés. Le gouvernement fédéral aurait finalement déboursé 8,6 millions de dollars pour acquérir le hangar. Par courriel, le ministère de la Défense nationale a indiqué avoir terminé une analyse de la valeur stratégique du hangar et avoir trouvé clairement un intérêt à acquérir l'installation. Le professeur en sciences politiques de l'Université de Calgary, Rob Hubert, ne comprend pas pourquoi le gouvernement fédéral a attendu 3 ans avant de mettre la main sur ce hangar, alors que les besoins en infrastructures militaires sont grandissants dans cette région stratégique. De son côté, le maire d'Inuvik, Clarence Wood, estime que la décision du Canada d'acheter le hangar est la meilleure idée que ce dernier a eue depuis très longtemps. Près de 900 résidents de Naujaat testés pour la tuberculose. Entre la mi-avril et la fin du mois de mai, 892 résidents de Naujaat, une communauté d'environ 1200 habitants située dans le centre du Nunavut, ont reçu un dépistage de la tuberculose grâce à une récente clinique mobile selon le ministère territorial de la Santé. Cette proportion correspond à environ 90% de l'objectif qui s'était initialement fixé le ministère. La clinique mobile de dépistage de la tuberculose a permis de détecter 3 cas actifs de tuberculose et de 31 cas de tuberculose latente, ce qui veut dire que la maladie n'est pas encore contagieuse mais qu'elle doit être traitée. La clinique de dépistage s'est amorcée avec des défis logistiques liés à l'acheminement de matériel et le déploiement du personnel nécessaire selon le ministre de la Santé John Mayne. Il estime toutefois que l'ensemble de l'opération a été un succès et que les résidents de la communauté l'ont accueilli favorablement. À Naujaat, l'épidémie de tuberculose est en cours depuis le 16 mai 2023. Entre le début de l'épidémie et le mois d'avril, 21 personnes ont reçu un dépistage
dépistage de tuberculose active et 3 résidents de Nojat sont morts des suites de la maladie. Ailleurs au territoire, 2 autres épidémies se poursuivent aussi dans 2 autres communautés, à savoir Pon Intel et Pang Nirtung. Cette dernière a tenu une clinique de dépistage au courant de l'automne 2023 qui a permis de tester environ 70% de la population. Selon le ministre de la Santé, les autorités n'ont pas l'intention pour le moment d'offrir une clinique de dépistage à Pon Intel. Il ajoute que la décision incombera à la médecin hygiéniste en chef, la Dr Eku Adjimang. Ottawa a promis non seulement d'éradiquer la maladie d'ici 2030, mais aussi de réduire de moitié le nombre de cas de tuberculose active d'ici 2025. Le fil sportif. Un jeune franc-saskois représentera le Canada au championnat du monde de ski nautique. L'athlète franc-saskois Enzo Christian représentera le Canada au prestigieux championnat 2024 du monde de ski nautique des moins de 17 ans. Le tournoi organisé par Fédération internationale de ski nautique et de wakeboard se déroulera du 29 juillet au 4 août à Calgary, en Alberta, selon le site internet de l'organisme. Dans un communiqué de presse publié par le club de ski nautique de Saskatoon, on apprend que l'athlète de 15 ans sera accompagné par 2 de ses coéquipiers saskatchewanais. En effet, Samson Clooney et Max Strelchuk, 17 ans, ont également été sélectionnés pour faire partie de l'équipe canadienne de ski nautique et représenteront le pays à cette compétition. Les 3 athlètes sont membres de l'équipe Sask First, une équipe de haute performance de ski nautique, et participent à différentes compétitions au Canada depuis plus de 3 ans. Les Rough Riders subissent un premier revers cette saison. Vernon Adams, fils, a obtenu 451 verges de gain par la voie des airs samedi, et ces Lions de la Colombie-Britannique ont infligé un premier revers cette saison aux Rough Riders de la Saskatchewan, 35-20 au BC Place de Vancouver. Les Lions ont remporté un 4e match consécutif, alors que les Rough Riders étaient la seule équipe toujours invaincue de la Ligue canadienne de football avant ce duel. Vernon Adams, fils, a connu un match en montagne russe, complétant 26 de ses 42 passes tentées avec un touché et 2 interceptions. Le vétéran a également couru pour un touché crucial à mi-chemin au 4e quart. Effectuant un 2e départ en carrière, le quart arrière des Rough Riders, Shea Patterson, a bien fait avec 17 passes complétées sur 25 pour des gains de 278 verges et une interception. Stéphane Ingo de retour chez les Seabears de Winnipeg. Le basketteur franco-ontarien Stéphane Ingo terminera la saison avec les Seabears de Winnipeg dans la Ligue élite canadienne de basketball. L'équipe winnipégoise a annoncé mardi le retour de ce joueur âgé de 25 ans après qu'il a signé une entente avec elle. L'athlète de Mississauga en Ontario a fait ses débuts professionnels avec les Seabears l'an dernier, affichant une moyenne de 1,1 points, 2,1 rebonds et 0,8 blocs en 13 apparitions. Il a disputé une moyenne de 8 minutes par match. Le prochain match des Seabears est prévu jeudi soir en Colombie-Britannique contre les Bandits de Vancouver. L'équipe sera de retour à Winnipeg samedi soir où elle affrontera les Rattlers de la Saskatchewan. Les Seabears sont présentement au 4e rang de la conférence de l'Ouest avec une fiche de 7 victoires et 8 défaites. Les 4 premières équipes de chaque conférence se qualifient pour les séries éliminatoires. Les Blue Bombers renversent les Stampeders de Calgary dans un match rempli de rebondissements. Zach Calaros a lancé sa première passe de toucher de la saison dans les mains de l'incroyable recrue Ontaria Wilson, et Daytrick Nichols a parcouru 55 verges pour marquer après une interception, et les Blue Bombers ont défait les Stampeders de Calgary 41-37 vendredi dans un match rempli de rebondissements à Winnipeg. Les Stampeders menaient 37-33 avec 7 minutes 32 à jouer au 4e quart quand Zach Calaros a mené les Bombers vers la zone des buts grâce à une séquence de 9 jeux et 102 verges qui s'est terminée avec une passe de toucher de 10 verges à Nick Dembski et une conversion de 2 points avec 3 minutes 25 à faire. Le jeu des mains des Premières Nations au Stampede de Calgary. Pour la première fois, une compétition de jeu de mains, une activité répandue chez les Premières Nations, est organisée par le Stampede de Calgary. Une vingtaine d'équipes s'affrontent pour remporter des prix dont la valeur totale s'élève à 10 000 $. Le jeu de mains est un sport traditionnel pratiqué par les Premières Nations et il peut prendre différentes formes et différents noms en fonction des nations et des communautés. Ce fil d'actualité est produit par l'ARCO en collaboration avec Boréal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine canadien.